Donc, la visite de Trump, elle est terminée. J'ai l'impression que tout s'est passé dans une ambiance plutôt amicale. La Chine lui a réservé un accueil de très haut niveau, non? Le tapis rouge, tout le protocole, tout ça. Mais au final, aucun véritable accord n'a été signé, ce qui, je suppose, n'est pas très surprenant. Mais justement, n'est-ce pas ce que Trump voulait, voir tous ces grands patrons signer de gros contrats, annoncer des chiffres impressionnants? Le temple de Trump. Absolument. Ce n'est pas justement ça, tout le discours de Trump. N'est-il pas censé être le grand négociateur? C'est bien pour ça qu'il disait être la bonne personne pour devenir président des États-Unis, non? C'était lui, celui qui allait conclure tous ces grands, incroyables, formidables accords pour les Américains, pour le peuple américain, pour les États-Unis. Je décrirais cette visite, maintenant que je la vois de loin, comme extrêmement polie de la part de la Chine. C'est vraiment le mot que j'emploierais, poli. Il ne voulait donner aucun signe d'antagonisme ou d'hostilité envers les États-Unis. Donc oui, ils ont été très polis. Et d'ailleurs, je dirais que selon moi, c'est tout à fait le style diplomatique chinois. Et d'après mes propres échanges avec des Chinois, c'est même leur manière de faire en général. On fait toutes les cérémonies habituelles. On se retrouve dans le grand hall du peuple. On lui fait visiter le temple du ciel, un endroit que j'aimerais beaucoup voir d'ailleurs. On l'emmène à Zhongnanhai, on lui montre les jardins. Tout est extrêmement poli, avec des paroles chaleureuses et une grande courtoisie. Mais, au fond, il n'y a pas de véritable rencontre d'esprit. Aucun accord n'est conclu. Tous ces chefs d'entreprise qui l'accompagnaient, peut-être dans l'espoir de rencontrer leurs homologues chinois et d'avancer vers la signature de grands contrats, eh bien, rien de tout cela n'aboutit. On sent bien qu'ils sont repartis déçus. Il n'y a pas eu le moindre millimètre de changement dans la position de la Chine sur aucun sujet que je considère important. On parle d'un document cadre entre la Chine et les États-Unis. Et pour être clair, c'est quelque chose que la Chine souhaite. Je ne pense pas que Trump y accorde beaucoup d'intérêt. Et je crois que la Chine a raison de le vouloir. Maintenant, savoir s'ils y parviendront, c'est une autre histoire. Et au milieu de toute cette courtoisie, de cette mise en scène et de cette politesse, il y a eu, de la part d'un dirigeant chinois à un dirigeant américain, l'avertissement le plus ferme sur la question de Taïwan que j'ai jamais vu, ou dont je me souvienne. Et comme vous le savez, j'ai déjà écrit à ce sujet. Et encore une fois, je reprends ici, c'était la traduction anglaise approuvée par le ministère des Affaires étrangères, le mot « must », c'est-à-dire que les États-Unis doivent faire attention. Et je n'ai jamais vu de toute ma vie aucun autre gouvernement, ni le gouvernement soviétique, ni le gouvernement russe, ni même le gouvernement vietnamien pendant la guerre du Vietnam, utiliser ce mot « must » à l'égard des États-Unis. Les États-Unis l'emploient, eux, mais je n'avais jamais vu qu'on le leur adresse de cette façon. Oui, je pense que beaucoup de gens ont remarqué ce détail. Quelques points. D'abord, je pense que s'il n'y a pas d'accord, c'est parce que quand on regarde Trump version 1.0, il y avait bien un accord entre la Chine et les États-Unis. Mais ensuite, Trump a en quelque sorte accéléré après la signature. Il n'a pas tenu sa part du marché et il a continué à sanctionner les entreprises chinoises et en plus de ça, il a fait arrêter Meng Wanzhou. Tout s'est effondré, l'accord a volé en éclats. Mais si on lit certains commentaires, on voit qu'il continue à reprocher à la Chine de ne pas avoir respecté sa part de l'accord de Trump 1.0 sans jamais expliquer pourquoi. Alors je pense que cette fois, la Chine a simplement décidé de ne rien signer du tout. Ils se disent, on avance à notre rythme, on verra bien.
Si les États-Unis font des progrès sur certains points, alors on pourra par exemple acheter plus de soja, plus de bœuf, ou des avions Boeing, ou autre chose. Je crois que c'est ça la position de la Chine. Ils ne font tout simplement plus confiance à Trump cette fois. Tu ne trouves pas? Eh bien oui, absolument. Je ne lui faisais pas du tout confiance. En fait, encore une fois, peut-être que je ne lis pas correctement le compte-rendu chinois à propos de l'avertissement sur Taïwan. Mais je n'ai aucun doute que le message est très clair. Il y a d'ailleurs eu un compte-rendu très intéressant des propos de Xi Jinping à Trump, où il disait, en substance, « Nous travaillons très dur pour établir des relations entre dirigeants et nous attendons que ces relations soient respectées, que ce sur quoi nous nous mettons d'accord soit tenu. » Là encore, pour moi, c'était un avertissement chinois. Et d'ailleurs, cela a été répété dans un éditorial du Global Times, qui rappelait que la Chine prend très au sérieux les promesses qu'elle fait. Si des engagements sont pris, la Chine s'attend à ce que les États-Unis les respectent. Si les États-Unis ne le font pas, alors la Chine en conclura, comme elle l'a fait avec Joe Biden, que cette personne n'est absolument pas digne de confiance. Et je pense que Trump, pour le moment, est un peu en période d'essai. D'une certaine manière, les Chinois préfèrent Trump à Biden. Je veux dire, Biden a été, selon moi, très duplicite, et il a été extrêmement hostile envers la Chine. Je crois qu'en Chine, on garde encore l'idée que Trump est peut-être un peu plus conciliant, ou du moins plus disposé à être amical avec la Chine. Après tout, lui, il s'y est rendu, ce que Biden n'a pas fait. Mais je pense que, comme je l'ai dit, ils l'ont mis à l'épreuve. Ils lui disent en quelque sorte, on va attendre de voir ce que tu fais. Si tu commences à tenir tes promesses, on est tout à fait prêt à avancer. Mais si tu ne le fais pas, eh bien, on est prêt aussi. Oui. Et Trump, il a donné une interview à un présentateur de Fox, et dans cette interview, il a dit qu'il ne soutenait pas l'indépendance de Taïwan. Donc je trouve ça un peu inhabituel que le président américain l'ait dit aussi clairement, parce que jusqu'à présent, ils ont toujours entretenu une certaine ambiguïté, non? Ils aiment rester très vagues sur toute la question de Taïwan. Qu'est-ce qu'ils soutiennent vraiment? Est-ce qu'ils soutiennent la politique d'une seule Chine? En principe, sur le papier, oui, mais en pratique, non. En même temps, ils font toutes sortes de choses qui montrent clairement qu'ils ne soutiennent pas cette politique d'une seule Chine. Mais Trump, au moins dans cette interview, a dit « Je ne soutiens pas l'indépendance de Taïwan ». Et il avait presque l'air agacé que quelqu'un à Taïwan veuille être indépendant. Donc, pour moi, c'est assez nouveau, je me demande... Et il a aussi dit qu'il avait eu une longue conversation avec Xi Jinping. Donc tu vois, il connaît maintenant Taïwan mieux que n'importe quel autre pays ou quelque chose comme ça. Alors, Xi Jinping, lui, a sans doute donné un bon cours d'histoire. On dirait que cette fois, Trump a peut-être écouté. Je ne sais pas. C'est l'impression que j'ai. I don't know, that's my impression. Eh bien, je dois dire que j'ai lu les différentes déclarations, pas seulement celles de Trump, mais aussi de gens comme Rubio. Et Rubio, on le sait, n'aime pas la Chine. Il a toujours été très hostile à la Chine d'ailleurs. Mais ce n'est pas vraiment nouveau. Je pense que les Américains ont été surpris par la fermeté de l'avertissement chinois et par ce que Xi Jinping a dit à propos de Taïwan. Du coup, ils essayent un peu de faire marche arrière. Trump, lui, recommence à dire que Taïwan, c'est loin, que ce n'est pas si important, qu'ils ont volé toute la technologie américaine. C'est incroyable, d'ailleurs comme tout le monde qui réussit selon lui l'a fait en volant de la technologie. Mais bon, c'est sa manière de parler. Il dit aussi qu'il n'a pas encore décidé s'il allait fournir des armes à Taïwan ou non. Cet avertissement venu de Chine, il a vraiment fait mouche. Les Américains l'ont clairement remarqué et ils le prennent très au sérieux. Et je dirais, d'un point de vue psychologique, c'est quelque chose que je connais bien, parce qu'il faut se rappeler que j'ai moi-même participé à des négociations.
bear in mind, I've been involved in negotiations. Quan, When in a very polite Dans un environnement très poli, une déclaration aussi directe rend le choc encore plus fort. Et je suis sûr que la direction chinoise, comme le gouvernement chinois, le comprennent très bien. Je veux dire, les Chinois comprennent la diplomatie à la perfection. Ils savent exactement comment ça fonctionne. Ils savent comment la mener et surtout comment faire passer un message aussi fort de la manière la plus efficace possible. autre chose, Xi Jinping a parlé du piège de Thucydide, dont on avait déjà discuté. Il en avait d'ailleurs parlé en 2015. À l'époque, personne n'y a vraiment prêté attention. Et maintenant, je vois beaucoup de gens en parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Il nous écoute probablement. Mais bon, passons. Il a raison. Ce qu'il dit à propos du piège de Thucydide est tout à fait juste. Le piège de Thucydide, c'est un piège que les Américains se sont créés eux-mêmes. Cette idée que puisque nous sommes la superpuissance et qu'une autre superpuissance émerge, cela nous oblige à être hostiles envers la Chine. Et comme nous l'avions déjà souligné quand nous avons parlé du piège de Thucydide, c'est une mauvaise lecture complète de Thucydide. Ce n'est pas du tout ce qu'il disait. C'est entièrement une question de choix. Soit les États-Unis acceptent calmement le fait que la Chine monte en puissance, qu'ils coopèrent avec elle et que les deux pays prospèrent ensemble. C'est une option, et c'est celle que les États-Unis devraient choisir. Alors bien sûr, si un pays choisit de suivre sa propre interprétation du piège de Thucydide et qu'il s'enferme dans une attitude de confrontation avec la Chine, il commet une énorme erreur. Il comprend mal Thucydide. Il nie la capacité humaine, le pouvoir des êtres humains de prendre de bonnes décisions comme de mauvaises, et il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. C'est le message que fait passer Xi Jinping, et pas seulement lui d'ailleurs. Xi Jinping, qui, il faut le dire, a clairement étudié cette question de très près, blague mise à part, insiste sur ce point. Toute cette mauvaise interprétation du piège de Thucydide vient d'un historien américain, Graham Allison, qui lui-même a précisé qu'il s'agissait d'un point de vue américain. Il n'y a rien d'objectivement vrai là-dedans. C'est une question de choix. Et c'est, comme je l'ai dit, le message de Xi Jinping. En d'autres termes, ce n'est pas Thucydide lui-même qui a inventé le concept du piège de Thucydide, c'est Graham Allison qui l'a formulé. D'accord. Il y a une phrase chez Thucydide. Il dit « Voici les différentes raisons avancées par les Spartiates pour la guerre contre Athènes. Mais la vraie raison, c'était la montée en puissance d'Athènes et la peur que cela provoquait à Sparte. » Cette phrase parlait d'un cas très précis. Et nulle part, absolument nulle part, Thucydide ne dit que les Spartiates n'avaient pas le choix. C'était leur choix, fondé sur ce qu'ils percevaient comme une nécessité objective. C'est une déformation complète, tirée d'une seule phrase que beaucoup ont totalement mal comprise. Quelqu'un a aussi dit, avant même que le voyage ait lieu, eh bien, le fait que Trump ait emmené autant de monde avec lui, c'est un peu comme la délégation McCartney, vous savez, la délégation britannique de 1792. Bon, si c'était vraiment le cas, ce voyage-là s'est terminé sans aucun accord. Donc, de ce point de vue, oui, c'est un peu similaire. C'est en fait un excellent point. Je peux juste revenir sur la mission McCartney. Je veux dire, elle a encore une fois été largement déformée dans une bonne partie de l'historiographie occidentale. C'était, je dirais, une mission commerciale mal pensée, mal organisée, menée avec arrogance, probablement la pire que les Britanniques pouvaient envoyer en Chine à cette époque. Et comme vous l'avez justement dit, elle a échoué. Et comme vous l'avez aussi souligné, il y avait toutes sortes de gens d'affaires impliqués.
Un peu comme les Américains plus tard, c'était essentiellement une approche du genre « on prend, vous donnez », ce qui ne fonctionnait pas avec la Chine à l'époque et ne fonctionnera certainement pas davantage aujourd'hui. Et l'Iran, alors? Parce qu'on a aussi parlé du fait que quand il rentrait de son voyage en Chine, il allait recommencer à attaquer l'Iran. Et tout indique qu'il semblait bien parti pour le faire. Mais ensuite, presque au dernier moment, il a dit qu'il allait attendre parce que les pays du Golfe le lui avaient demandé. C'est vraiment ce qui s'est passé. Je ne pense pas que ça se soit passé du tout. À mon avis, ce qui s'est passé, c'est que l'armée américaine est venue le voir en lui disant « Nous sommes désolés, Monsieur le Président. Nous savons que vous voulez que nous attaquions l'Iran. Mais si nous le faisons à nouveau, nous aurons déjà utilisé la moitié de nos armes. Et si nous attaquons encore, nous utiliserons tout ce qu'il nous reste, sans rien obtenir de plus. » En réalité, l'Iran, sous certains aspects, parce qu'il a eu plus de temps pour s'organiser, est maintenant dans une position militaire plus forte qu'il ne l'était lors de notre première attaque, le 28 février, quand nous l'avions pris par surprise. Donc, ce serait une énorme erreur de recommencer maintenant. Et si Trump a reçu ce genre de conseils, ce qui, d'après les médias américains, semble être le cas, il n'a pas vraiment le choix. Il doit les écouter. D'accord. Donc, Poutine ne rend pas visite. Je pense qu'il est probablement en train de quitter Pékin maintenant. Mais une chose, je ne crois pas que ce voyage ait été prévu exprès juste après celui de Trump. Rappelez-vous, Trump devait venir plus tôt. Ce déplacement, à mon avis, avait été planifié avant. Oui, je crois que Xi Jinping était allé à Moscou l'an dernier, donc c'est sans doute la visite de Poutine en retour. Mais malgré tout, qu'en pensez-vous? Et puis, Poutine est venu avec beaucoup de monde, mais pas seulement des hommes d'affaires, n'est-ce pas? Il est venu avec des ministres, le Premier ministre, le Vice-Premier ministre. Alors, selon vous, quel est son objectif? Eh bien, je pense que c'est une réunion complètement différente. Et je crois que ça s'inscrit plutôt dans une série de rencontres qui remontent à de nombreuses années maintenant. Cette réunion, à mon avis, a été planifiée et préparée depuis longtemps. Quant au voyage de Trump, comme on en a déjà parlé dans nos propres émissions, en fait, Trump s'est essentiellement invité lui-même. C'est lui, en gros, qui a décidé qu'il viendrait en mai, comme il l'a dit, parce qu'il ne pouvait pas venir en mars. Et il n'est pas vraiment venu avec un programme cohérent. Tout ça était très mal préparé. Là, on parle d'un tout autre type de réunion, parce que la Chine et la Russie se parlent en permanence et qu'elles entretiennent une relation continue. Celle-ci, c'est simplement une nouvelle étape dans le développement et l'ajustement de cette relation. Donc oui, c'est une réunion complètement différente. Et évidemment, il y avait des hommes d'affaires, comme vous l'avez dit, et il y avait des accords commerciaux. Et sans doute qu'ils finiront par avancer sur ce projet de gazoduc dont on parle depuis si longtemps. Mais le dialogue principal, lui, se joue entre les deux gouvernements. D'un côté, vous avez les ministres, et de l'autre, les ministres aussi. Ce sont eux qui se rencontrent, qui discutent et qui mettent en place les différents canaux de contact et de coopération. Un ami à moi, qui se trouvait à Moscou le 9 mai, m'a raconté qu'une chose l'avait frappé. Il y avait beaucoup plus de visiteurs chinois présents sur la place rouge, pas des soldats qui défilaient, mais de vrais visiteurs, ainsi que des responsables militaires chinois invités comme hôtes. Il m'a dit qu'il n'en avait jamais vu autant auparavant. Et Moscou est maintenant pleine de Chinois venus de Pékin. Donc je pense que tout ça renforce les échanges et la relation entre ces deux gouvernements. Et si on regarde la déclaration commune, c'est essentiellement de ça qu'il s'agit, à mon avis. Ce sont deux pays qui se coordonnent de très près. À ce propos,
J'ai d'ailleurs reçu des informations d'une source russe sur la façon dont Xi Jinping et Poutine communiquent. Apparemment, ils ne se parlent pas beaucoup au téléphone, par crainte d'être écoutés. Du coup, il y aurait plusieurs échanges spéciaux, plusieurs fois par semaine, ce qui est assez remarquable. Un autre sujet dont beaucoup de gens parlent dans les médias chinois et qui m'intrigue aussi, c'est quel est l'objectif final de la Russie dans la guerre en Ukraine? Est-ce qu'ils comptent y mettre fin à un moment donné? Oui, c'est le cas. Je ne sais pas si vous voulez que je vous dise quel est vraiment leur plan final. Vous savez quoi? Je pense qu'ils changent tout le temps. Et l'une des raisons, c'est que l'Occident lui-même est en train de changer. Si on revient à 2023, c'était une question existentielle. Ils avaient le sentiment d'être attaqués, que l'Occident livrait toutes ses armes à l'Ukraine, que l'Ukraine lançait des offensives vers la mer Noire et allait couper la Crimée. Les Russes devaient absolument contrer ça. Les États-Unis ont d'ailleurs réduit de façon significative leur aide à l'Ukraine au cours de l'année écoulée. Et je pense que les Russes ont perçu une sorte d'affaiblissement de l'engagement américain envers l'Ukraine. Ils ont aussi observé des tensions croissantes entre les Européens et les Américains, des tensions qui portent en grande partie sur la question ukrainienne. Tout cela, à mon avis, a influencé, d'une certaine manière, l'approche russe. Voici selon moi l'idée actuelle du côté russe. Je pense que les Russes estiment être maintenant très proches, vraiment très proches, de prendre le contrôle de cette région qu'on appelle le Donbass, qui est le principal champ de bataille en Ukraine. Il reste en gros 3 villes. Je pense qu'ils s'attendent à ce que cette zone, qui est très fortifiée et âprement disputée, tombe cette année, probablement d'ici l'automne. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, et d'ailleurs, le Financial Times le dit aussi maintenant. Quand cela arrivera, les Russes diront « Voilà, c'est pour ça que nous sommes entrés en guerre, pour protéger le Donbass, que nous considérons désormais comme russe. » Ils diront « Si vous reconnaissez le Donbass comme russe, si vous vous retirez d'autres régions que nous considérons comme russes, et si vous acceptez de ne pas rejoindre l'OTAN, alors la guerre s'arrête. On peut s'asseoir, discuter et trouver un accord sur le reste. Mais si ce n'est pas le cas, la guerre continue. Et si elle continue, notre objectif sera bien plus vaste. Il inclura Kiev. Et je pense que c'est ça, le plan russe en ce moment. Ils espèrent que cela va accentuer les tensions entre les Américains et les Européens. Mais à mon avis, c'est bien ce que les Russes ont probablement en tête. Et puis, en parlant de l'Europe, avec ces 3 pays, la Chine, la Russie et les États-Unis, leurs dirigeants se rencontrent, leurs représentants se déplacent, tout ça. Mais l'Union européenne, enfin l'Europe, elle se situe où dans tout ça? Quel rôle elle joue, par exemple, dans la fin de la guerre en Ukraine? Et plus largement, quelle place l'Europe occupe dans l'ensemble? Les Européens n'ont aucun plan pour mettre fin à la guerre en Ukraine. En réalité, ils ne sont même pas d'accord entre eux sur la question. En décembre, quand ils ont compris que les Américains prenaient leur distance avec le conflit et que les Russes avaient l'initiative, ils se sont dit que ce serait peut-être une bonne idée de parler à Poutine. Mais ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la personne qui devrait lui parler. Et ils n'y arrivent toujours pas. Ils n'ont jamais élaboré de stratégie de négociation réaliste. Et visiblement, ils ne semblent pas capables d'en élaborer une. En même temps, ils sont obsédés par la guerre en Ukraine. C'est ça, le point essentiel. C'est devenu la plus grande question des relations internationales. Ils ont construit toute leur politique étrangère autour de cette guerre. Et c'est une erreur, d'ailleurs, que les Russes, eux, ont pris soin de ne pas commettre. C'est une différence intéressante,
parce que les Russes, eux, se battent vraiment, alors que les Européens, non. Les Russes, eux, rencontrent les Chinois, ils rencontrent les Indiens. Ils ne leur disent pas « Vous devez nous soutenir à 100% sur ce sujet » ou « Adapter toute votre politique étrangère à ça ». Mais les Européens, eux, insistent pour le faire. Et ça rend les choses très compliquées pour l'Union européenne qui peine à avoir une politique étrangère cohérente, que ce soit avec la Chine, avec les États-Unis ou avec d'autres pays aujourd'hui. Et je dois dire, franchement, on a l'impression que les Européens sont obsédés par cette seule question, qu'ils sont divisés entre eux et qu'ils ne réfléchissent pas vraiment comme ils le devraient à la place de l'Europe dans le monde et à ce qu'elle devrait faire. Ils n'ont pas non plus élaboré de politique économique adaptée aux besoins du moment. La Chine, elle, en a une, incontestablement. Les États-Unis, eux, essayent une chose, en font une autre, mais au moins ils réfléchissent à leur politique économique. Les Russes ont une politique économique. Je veux dire, ils ont une stratégie de développement que je pense les Chinois comprendraient dans une certaine mesure, parce qu'elle s'inspire en partie du modèle chinois, disons-le. Les Européens, eux, n'en ont pas. Ils n'ont ni politique étrangère, ni politique économique. Ils passent leur temps à se demander ce qu'ils pourraient faire dans une guerre dont ils n'ont aucun plan pour sortir. C'est une situation très étrange, et pour quelqu'un comme moi qui suis européen, c'est vraiment très triste. Je pense qu'il y avait autrefois une alliance très étroite avec les États-Unis. Et maintenant, les États-Unis disent un peu, enfin vous savez, débrouillez-vous, ils veulent s'occuper d'eux-mêmes, de leurs propres affaires, du coup les autres ne savent plus trop quoi faire. Bien sûr, ils ne veulent pas s'aligner sur la Russie, mais ils n'ont pas non plus l'air très enthousiastes à l'idée de travailler étroitement avec la Chine. Alors, à la place, ils se disent qu'ils doivent être indépendants, à distance à la fois des États-Unis, de la Chine et bien sûr de la Russie. Ils ont donc adhéré à l'idée de Carney sur ces pays de taille moyenne, vous savez, ces États intermédiaires qui devraient s'entraider. C'est là qu'ils en sont, apparemment. Mais est-ce que ça va marcher? Si c'est vraiment leur stratégie, est-ce que ça peut fonctionner? Eh bien, vous voyez, c'est là tout le problème, parce qu'ils ne pensent pas tous de la même façon. Beaucoup d'entre eux ont des idées différentes. Et encore une fois, c'est essentiel. Je pense que c'est quelque chose de très difficile à comprendre pour les Chinois. Il faut bien voir que même s'il existe une Union européenne devenue très puissante par rapport aux États membres, il y a toujours des pays distincts. Et entre eux, il reste une longue histoire de tensions et de rivalité. Ce n'est pas si ancien que ça, les guerres qu'on s'est faites les uns contre les autres. Par exemple, l'Italie se méfie de la France parce qu'il y a eu une histoire de mauvaises relations entre les deux. Personne n'a vraiment réussi à trouver une stratégie qui plaise à tout le monde. Je veux dire, si l'Allemagne se réarme, ça n'effraie pas seulement la France, ça inquiète aussi la Pologne. Et puis, il y a toutes ces dynamiques en jeu. Bien sûr, ce qu'ils pourraient faire, c'est viser une vraie politique de stabilité et de paix, chercher à entretenir de bonnes relations avec leurs voisins, y compris la Russie, et avec leurs voisins plus lointains, comme la Chine. Mais évidemment, comme vous l'avez très bien dit, on les pousse à prendre des mesures qu'ils ne veulent pas prendre et qui commencent à reconnaître certaines réalités. Par exemple, le Royaume-Uni vient d'annoncer qu'il assouplit ses sanctions et qu'il va recommencer à acheter des produits pétroliers russes. C'est un changement énorme pour le Royaume-Uni. Concernant les sanctions imposées à un fabricant chinois de semi-conducteurs, c'est parce que ce fabricant a remplacé l'entreprise néerlandaise qui, vous savez,
avait été au centre de cette histoire dont tout le monde se souvient. Je ne me rappelle plus le nom de cette société, mais je suis sûr que vous le connaissez. Donc, il y a toute cette confusion, ces désaccords, et comme je l'ai dit, une certaine reconnaissance de la réalité. Mais il manque cette capacité, cette vision d'ensemble, pour aller au-delà du problème et se dire « Nous sommes l'Europe, nous sommes là, que devons-nous faire ?» Et pour l'instant, cette vision, on ne l'a tout simplement pas. Regardons la primaire. La raison pour laquelle j'ai beaucoup suivi le combat de Thomas Massie, et il a perdu, c'est que ça me désole profondément. C'est vraiment décevant, parce que Thomas Massie a attiré beaucoup d'attention en travaillant avec O'Connor pour obliger avec succès l'administration Trump à publier le dossier Epstein. Et à mes yeux, c'est une vraie réussite. Mais maintenant, il est puni pour avoir fait ce qu'il fallait, non? Tu as tout à fait raison. Ils ont tout lancé contre lui. Ils ont même trouvé un Navy SEAL pour se présenter face à lui. Ils ont dépensé plus d'argent que, semble-t-il, on n'en ait jamais dépensé dans une primaire auparavant. Ils ont sorti l'artillerie lourde et ils ont gagné. Et j'ai bien peur que le fait qu'ils aient gagné en dise long. Ça montre qu'aux États-Unis, on peut faire ce qu'il faut en politique, comme l'a fait Tom Massie, et quand même perdre. J'ai été vraiment très attristé par cette nouvelle. Parce que malgré tout, les puissants, ceux qui détiennent le pouvoir à Washington, gardent ce pouvoir. Et ils gardent aussi la capacité de punir un élu qui ose sortir du rang, comme l'a fait Thomas Massie. Ça montre aussi que Trump, même s'il n'est pas très populaire auprès du public américain en ce moment, garde quand même beaucoup d'influence au sein du parti, non? Absolument, oui. Et je pense que c'est une autre leçon extrêmement importante. Son emprise sur le Parti républicain semble aussi forte que jamais. Ce que je dirais, c'est que selon moi, Massie n'a pas été aussi combatif qu'il aurait pu l'être. C'est au fond un homme plutôt gentil. Mais vous savez, il aurait pu riposter. Et d'ailleurs, il l'a fait, dans une certaine mesure. Mais quand on regarde la situation actuelle aux États-Unis, le scandale Epstein qui a tourné court, l'Iran, un fiasco total, des problèmes à répétition. Donald Trump parvient encore à exercer une influence extraordinaire sur sa base. Et c'est une réalité à laquelle il faut faire face, même si pour nous, cela reste déconcertant. Je pense que tu as raison. Je crois que Thomas Massie a probablement refusé de jouer sale. Ça fait partie de l'histoire, parce qu'ils ont joué sale contre lui. Ils ont même fabriqué des vidéos artificielles générées par l'intelligence artificielle où on le voit main dans la main avec AOC. Tu sais, ces gens que les républicains détestent, les démocrates. Ils ont fait une vidéo où on le voit marcher avec eux, passer une porte, peu importe ce que ça voulait insinuer. Franchement, c'est dégoûtant. Ce genre de choses, la politique, c'est vraiment sale, non? Et Thomas Massie, lui, il ne joue pas à ce jeu-là. Eh bien, en Amérique, je pense que c'est vrai. J'ai peur, et je dois le dire, la politique américaine a toujours été sale à ce niveau-là. C'est grossier, un peu ringard même, d'une manière que j'ai toujours connue. Thomas Massie n'est tout simplement pas ce genre de personne. Il ne sait pas jouer sale, alors que l'autre camp, lui, le fait. Et quand l'autre camp agit comme ça, et que vous ne le faites pas, forcément, ça vous met en position de faiblesse. Oui, malheureusement. Oui, absolument, oui. Mais c'est intéressant quand même. Je viens de voir que le Sénat américain a voté pour faire avancer la résolution sur les pouvoirs de guerre, et l'un des sénateurs qui a voté avec les démocrates, c'est le républicain de Louisiane, Bill Cassidy. Bill Cassidy, c'est aussi quelqu'un dont Trump avait soutenu l'adversaire. Du coup, il a perdu sa primaire, je crois, il y a une semaine environ. Mais il lui reste encore, comme l'a dit aussi Thomas Massie, 6 ou 7 mois au Congrès.
Et là, c'est intéressant de voir tous ces élus qui ont perdu leur primaire à cause de l'implication de Trump. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant, puisqu'ils n'ont plus rien à perdre, non? C'est tout à fait vrai. Et c'est peut-être quelque chose que Trump aurait eu intérêt à garder en tête. Très bien. Il y a quelque chose d'assez remarquable en ce moment aux États-Unis. S'il y a un peu d'espoir, c'est peut-être là. C'est qu'il existe une opposition très forte à tous ces centres de données. Les gens s'organisent maintenant contre ces centres. Le plus récent projet est dans l'Utah. Je ne sais pas si vous connaissez ce type, Kevin O'Leary. C'est un milliardaire canadien, connu pour une émission qui s'appelle Shark Tank. Bref, ce Kevin O'Leary veut maintenant construire un centre de données dans l'Utah sur environ 40 000 acres de terrain. Et s'il voit le jour, il consommerait plus d'électricité que tout l'État de l'Utah. Mais, d'une manière ou d'une autre, le comté a quand même approuvé le projet, avec 3 membres du conseil, et les 3 ont voté pour, à l'unanimité. Du coup, les habitants de ce comté sont complètement révoltés. Ils vont maintenant lancer, je crois, une pétition pour recueillir des signatures afin de mettre la question au vote et essayer d'annuler la décision qui a été prise. Et pas seulement dans l'Utah, mais aussi en Géorgie et au Texas. Je crois que le Texas vient d'adopter une interdiction temporaire de tous les centres de données pour 1 an ou quelque chose comme ça. Donc on le voit bien, les centres de données sont devenus un vrai sujet. Ça va sans doute peser en novembre, parce que je vois déjà des publicités. Certains candidats aux élections de novembre disent clairement « Moi, je vais interdire ou m'opposer aux centres de données », et ainsi de suite. Le problème avec ces gens-là, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'ils feront une fois au pouvoir. Mais malgré tout, on dirait que c'est devenu un gros enjeu. Les centres de données, ça met les gens en colère. Et cette colère semble grandir de jour en jour. On dirait vraiment que ça va jouer un rôle en novembre. Est-ce que vous voyez la même chose au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne? Ou est-ce que c'est seulement aux États-Unis? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui, c'est les États-Unis. C'est un sujet qui concerne aussi le Royaume-Uni. Ce que je dirais, c'est qu'on est très loin d'être aussi avancé sur l'intelligence artificielle que les Américains. Mais je m'attends tout à fait à ce que ce soit aussi un enjeu majeur au Royaume-Uni. Il faut garder en tête qu'au Royaume-Uni, le prix de l'électricité est environ 4 fois plus élevé qu'aux États-Unis. Donc ce sera un sujet encore plus sensible. Et notre réseau électrique est tout aussi incapable de gérer les centres de données que celui des Américains. C'est quelque chose que les Américains n'ont pas du tout compris d'ailleurs. Enfin, peut-être qu'ils l'ont compris, mais ils n'ont pas encore vraiment tiré les conséquences. L'intelligence artificielle, en soi, c'est formidable, peut-être. On peut imaginer toutes sortes d'usages, mais ça demande une quantité d'énergie énorme. Et ce n'est pas seulement une question de technologie. Il faut aussi régler toute l'infrastructure de production d'électricité. La Chine, elle, l'a fait. Elle a mené les 2 de front. On parlait de la visite de Poutine, et j'ai remarqué qu'un des grands sujets de discussion, c'était d'ailleurs l'intelligence artificielle, avec la Russie qui collabore avec la Chine. Les Russes veulent maintenant travailler avec les Chinois sur l'IA pour développer leur propre industrie dans ce domaine, en Russie. Mais l'un des points essentiels, c'était l'accent mis sur l'énergie nucléaire, sur l'électricité, sur la recherche autour des réacteurs à fusion, sur la construction de centrales nucléaires. Et bien sûr, c'est tout ce que la Chine poursuit avec beaucoup de détermination. Ça inclut aussi des choses comme les réacteurs au thorium, dont on ne parle même pas en Occident. Mais aussi, bien sûr, les batteries, l'hydroélectricité, tout ça. Et c'est ça qui place la Chine dans une position bien plus forte pour développer l'intelligence artificielle que ce qu'on voit aux États-Unis.
Et bien sûr, la conséquence, c'est que comme les États-Unis vont essayer de foncer vers l'IA, ils vont créer d'énormes problèmes pour leur réseau électrique, qui est déjà très fragile et mal organisé. On va voir des coupures de courant, des pannes, et il y aura davantage de protestations. Ce n'est que le début. L'Amérique n'est pas très douée pour les infrastructures. Il y avait un reportage, un article, sur la seule ligne de train à grande vitesse que les États-Unis ont construite, apparemment entre quelques villes et la Floride. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est une ligne assez courte, mais elle est sur le point de faire faillite parce qu'elle n'a jamais été rentable. Et le plus étonnant, c'est le nombre de personnes qu'elle tue, parce qu'ils utilisent d'anciennes voies pour ces trains à grande vitesse. Dans beaucoup d'endroits, il n'y a pas de barrière, tu vois, là où les routes croisent les voies ferrées. Et franchement, des passages à niveau sur des lignes de train à grande vitesse, rien que d'y penser, c'est insensé. Mais apparemment, des voitures essayent quand même de traverser. Les trains arrivent à toute allure et il y a beaucoup de morts. En Chine, jamais on ne construirait des trains à grande vitesse sur ce genre de voie. Évidemment, on crée de nouvelles lignes spécialement pour ces trains-là. Eh bien, avec les centres de données, c'est un peu la même chose. L'infrastructure électrique, c'est essentiel. On ne peut pas faire tourner l'intelligence artificielle sans l'énergie nécessaire derrière. Ça ne marche tout simplement pas. Et je disais que c'est exactement ce qui s'est passé avec les trains à grande vitesse aux États-Unis. Là où ils ont essayé, ils ont voulu utiliser les anciennes voies. It's every word, word names sewing. Which has resulted in many people being killed. J'aimerais vraiment que Trump puisse avoir une vraie conversation avec Xi Jinping à propos de l'intelligence artificielle. Parce que, selon moi, si les gens détestent autant ces centres de données, c'est aussi le reflet d'un rejet plus large de l'IA. Beaucoup de gens détestent simplement l'IA parce qu'ils ont l'impression de perdre le contrôle sur cette chose. Et les milliardaires, ceux qui sont derrière ces intelligences artificielles, eux, prennent de plus en plus le contrôle sur tout. Rien que ce concept-là, je pense, fait peur à beaucoup de monde. Donc, pour avancer, il faut vraiment que les États-Unis et la Chine s'assoient ensemble et trouvent une solution commune. Mais cette fois, on dirait qu'ils n'en parlent même pas. Ah oui. Non, ils ne le font pas. Mais ils ne le font jamais, parce que l'approche américaine vis-à-vis de la Chine est fondamentalement conflictuelle. Et on voit bien encore une fois que Trump est très impressionné par Xi Jinping, qu'il n'arrive pas à se détendre en sa présence. Ils ne peuvent pas simplement s'asseoir, enlever leur cravate et discuter tranquillement, comme le font Poutine et Xi Jinping. Oui, un autre problème, c'est qu'en ce moment, plus de la moitié des États-Unis connaît une situation de sécheresse. Je ne le savais même pas avant de me renseigner un peu plus sur le sujet. Par exemple, dans l'Utah, il y a vraiment un problème de sécheresse. Le Grand Lac Salé lui-même est en difficulté, le niveau de l'eau est très bas. Donc la ressource en eau est déjà un vrai problème. Ce n'est pas seulement l'électricité, c'est aussi l'eau. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont très en colère à propos de tout ça. C'est un projet gigantesque et ils l'ont fait passer en quelques mois à peine, au lieu de suivre un vrai processus d'approbation. Ça aussi, ça joue beaucoup. Les gens sont vraiment en colère. Moi, je pense que le système ne fonctionne pas. On peut élire quelqu'un, mais si cette personne ne fait pas ce que les gens attendent, il n'y a aucun recours pour le public, non? Non. Oui, c'est ça. C'est bien tout le problème. S'il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de gouvernement. Au fond, un gouvernement, ça repose sur la responsabilité. Autre chose, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a plein d'étudiants, plein de remises de diplômes. Partout, on célèbre les fins d'études, non? Et apparemment, dans pas mal d'endroits, pendant le discours de remise de diplôme,
quand l'orateur parle d'intelligence artificielle, les étudiants le huant. C'est assez surprenant parce que d'habitude, les jeunes sont plutôt ceux qui adoptent les nouvelles technologies. Mais cette fois, on dirait qu'ils ont bien compris que l'IA risque de leur prendre leurs emplois. Du coup, ils ne l'aiment pas autant que les générations précédentes aimaient les nouvelles technologies. C'est intéressant, non? C'est vraiment très intéressant. Et je suis sûr que ce n'est pas comme ça en Chine. Eh bien, oui, parce que la Chine a une autre façon de s'occuper des gens quand ils se retrouvent sans travail ou, vous savez, dans ce genre de situation. Et ça fait partie de la discussion, c'est justement ce dont on parle. Je pense que les gens font confiance au système. C'est une différence fondamentale. En Chine, les gens ont confiance. En Occident, non. Au fond, tout se résume à ça. Oui, absolument, oui. Et sur ce point, c'est important parce que quand des oligarques contrôlent l'intelligence artificielle, il faut bien que quelqu'un les encadre, non? Mais en ce moment, aux États-Unis, personne ne contrôle vraiment les oligarques. Alors qu'en Chine, les grandes entreprises technologiques restent sous le contrôle du gouvernement. Oui. C'est une grande différence. Absolument. Il n'y a pas d'oligarques en Chine. C'est ça, la différence fondamentale. J'ai l'impression, en général, qu'on se fait toujours un peu avoir par la technologie. Vous vous souvenez quand le World Wide Web est arrivé? Moi, je me souviens très bien que Bill Gates avait écrit un livre qui s'appelait The Road Ahead. Ce qu'il disait, c'est que cet Internet était une chose formidable, parce qu'il permettait enfin de réaliser l'idée d'Adam Smith sur l'information parfaite. Vous voyez? Adam Smith pensait que le système fonctionne au mieux quand tout le monde dispose d'une information parfaite, pour que les consommateurs puissent par exemple comparer facilement tous les prix. Donc Bill Gates disait, maintenant avec Internet, on peut le faire, il suffit de cliquer un peu partout, on peut tout comparer. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'est jamais vraiment produit. Vous savez, rien que mon billet pour venir ici, de Washington DC à Dallas, puis jusqu'à Pékin. Si vous cherchez sur Google des billets, le vol direct d'Air China n'apparaît pas. On ne le voit pas. Je savais simplement qu'Air China avait un vol direct entre Dallas et Pékin, alors je suis allée directement sur leur site. Mais si vous cherchez sur Google ou sur Expedia, enfin, ces sites qui sont censés vous aider à trouver des billets, eh bien ce vol n'apparaît pas. Pourtant, il existe bien un vol direct entre Dallas et Pékin. Autrement dit, encore aujourd'hui, on n'a toujours pas une information complète. Du coup, j'ai l'impression qu'on se fait avoir à chaque fois. À chaque fois qu'un nouveau billet est censé apporter plein d'avantages, censé nous simplifier la vie, en réalité, c'est pas le cas, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas d'accord. Enfin si, je suis complètement d'accord avec vous. Ce que je veux dire, c'est que je pense que ça a le potentiel de le faire. Mais vous voyez, le problème avec la technologie, c'est qu'au final, la façon dont elle évolue dépend de qui la contrôle. Oui, oui. Et si les gens qui le contrôlent ont leurs propres objectifs, leurs propres intérêts, au lieu de le faire pour de bonnes raisons, eh bien je pense que c'est ce qui s'est passé. Le World Wide Web, c'était une promesse qui a échoué. En fait, il a été complètement trahi. Il n'a jamais vraiment fonctionné. Et ce qu'on appelle le World Wide Web, en réalité, c'était surtout l'Internet américain. C'était l'Amérique qui étendait son réseau, contrôlé par des entreprises américaines, en essayant de couvrir le monde entier, en utilisant Internet pour que les entreprises américaines gagnent de l'argent et pour que l'État américain projette sa puissance. C'est un agenda très inquiétant, très différent de celui dont on parlait à l'époque, celui d'un web mondial qui devait nous rapprocher, nous donner un accès parfait à l'information et tout ce genre de choses. Et ça s'est jamais produit.
Oui. À la place, on a des oligarques, non? Tous les oligarques des grandes entreprises de la tech. Oui, des oligarques. Oui, exactement. Les oligarques que l'État américain a lui-même créés pour pouvoir contrôler Internet à sa place. Et bien sûr, ce qui s'est passé, c'est que ces oligarques sont devenus tellement puissants qu'ils ont fini par devenir l'État lui-même. C'est un cercle vicieux terrible que l'Amérique s'est créé. Oui. Alors maintenant, je suis très sceptique à propos de toute cette histoire d'intelligence artificielle. Vous voyez, j'aimerais la voir un peu comme la Chine la voit, c'est-à-dire comme un outil. Mais il y a une chose que je n'aime pas. Cette idée que l'IA contrôle tout maintenant, qu'elle remplace tout, qu'elle dirige tout. Je ne pense pas que la Chine fasse ça. La Chine, c'est plutôt, voilà un outil utile avec lequel on va continuer à travailler. Mais il faut être très prudent à chaque étape. Voilà, c'est une manière de faire très différente. Oui. Eh bien, la bonne façon d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est de la voir comme un outil pour donner plus de pouvoir aux gens. En théorie, elle peut énormément élargir vos capacités, vous permettre de faire beaucoup plus de choses. Je pense qu'une approche décentralisée, comme celle que suit la Chine, est la bonne voie. L'approche américaine, elle, est descendante, axée sur le contrôle, et c'est une logique différente. Oui, et puis, dans une des interviews que j'ai vues, il y avait un expert de la Chine, un gars de Hong Kong, j'ai oublié son nom, qui disait qu'en matière de politique sur l'intelligence artificielle, selon lui, le problème avec le gouvernement chinois, c'est que, quel que soit le modèle ou le projet sur lequel les développeurs d'IA travaillent, le gouvernement veut toujours qu'il prévoie un moyen de l'arrêter. En gros, si tu crées un nouveau modèle, si tu lances quelque chose de nouveau, tu dois avoir un système qui puisse le stopper immédiatement. Il faut un bouton ou un dispositif pour pouvoir le contrôler, le tuer si besoin. Lui, il pense que c'est une mauvaise idée. Mais moi, je trouve que c'est exactement ce qu'il faut faire, non? Pourquoi on n'a pas quelque chose de mieux? C'est tellement puissant et pourtant on dirait que personne ne veut vraiment le contrôler. Il disait que ça limite le développement de l'IA en Chine. Franchement, je ne comprends pas ça du tout. Encore une fois, je pense que c'est un malentendu. Je veux dire, si on n'impose aucune limite, alors ceux qui finiront par tout contrôler seront ceux qui le fabriquent. Et ça, ce serait vraiment très dangereux. Oui. Au final, vous allez avoir des sortes de Bill Gates chinois. Je veux dire vraiment. Oui, oui, oui. Donc encore une fois, je trouve que l'approche chinoise est bonne, alors que le gouvernement américain ne semble pas prêter attention à cet aspect-là. Vous faites ce que vous voulez, non? Tant que vous pouvez battre la Chine. Alors, souvenez-vous de cette partie de l'argument. Ce type, Kevin O'Leary, qui défend son projet dans l'Utah en disant que c'est une bonne idée. Bien sûr, il a utilisé la Chine comme justification. C'est un peu, si on ne fait pas ça, on ne pourra pas battre la Chine. Donc la Chine devient la raison de tout. Oui, c'est toujours là, toujours en arrière-plan. On ne se demande pas si quelque chose est bien ou mal, ni pourquoi on le fait. On parle toujours de la Chine. Voilà, ça répond à tout. C'est la réponse à chaque objection. Alors, reparlons mercredi prochain. En effet, passez un excellent moment. On se parle à ce moment-là. D'accord, merci beaucoup. Au revoir.